Je vais maintenant introduire le professeur Romain van Dijk, spécialisé en chirurgie plastique et maxillofaciale à Liège, à Harvard, à Glasgow, qui est professeur et chef de service de chirurgie plastique aux cliniques universitaires Saint-Luc et professeur extraordinaire de l'UCL. Il a créé en 1999 un certificat interuniversitaire plaie et cicatrisation et il est l'auteur de 2 ouvrages consacrés aux soins des plaies chez l'adulte et les enfants. Il va nous parler de 2 figures un peu emblématiques qui symbolisent un peu, de façon antinomique, ce qu'a été le soin des plaies en 14-18, Auguste Lumière et Édith Cavell. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à Mesdames et Messieurs. Bonjour à mes collègues de l'Académie. Auguste Lumière et Édith Cavell ne se sont jamais rencontrés. Il était marseillais, elle était anglaise d'origine et infirmière dans les hôpitaux de Bruxelles. J'ai choisi ces 2 personnalités pour vous présenter mon exposé sur la prise en charge des plaies de guerre pendant la guerre 14-18 et avant tout de rendre hommage à tous ceux qui ont souffert de cette guerre absurde. Personne n'était préparé à la violence, personne n'était préparé à la violence du combat et à la puissance de feu de l'armée allemande. En effet, dans les écoles militaires, on enseignait les résultats des interventions pratiquées pendant les guerres de Crimée et franco-allemandes de 1870, qui disaient qu'en chirurgie de guerre, moins on fait, mieux on fait. Les soldats étaient tués ou blessés essentiellement par balles dont la vélocité et la chaleur entraînaient des plaies, mais qui s'infectaient rarement. Des propos totalement différents furent tenus par le docteur Antoine Depage, dont on parlera beaucoup ce matin, chirurgien belge qui présidait le 4e congrès de chirurgie à New York, où il parla de son expérience pendant la guerre turco-bulgare de 1912 et d'exposer à tous les congressistes que le sort des blessés dépend avant tout des premiers soins apportés sur le front même des combats. Les mitrailleuses et les canons allemands entraînaient des plaies majeures, déchiquetaient les corps, les plaies étaient incrustées de terre, de débris de vêtements. Une putain de guerre, comme le dit Tardy dans cette BD remarquable que je vous conseille de lire, publiée en 1988. Image semblable à celle observée sur les champs de bataille de l'Empire par Dominique Jean Larrey, qui était chirurgien de l'empereur Napoléon, qui avait compris la nécessité d'intervenir immédiatement sur les blessés pour prévenir les infections mortelles. Et cette intervention était faite sans anesthésie. Les projectiles dilacèrent les corps, bravement détruisent les visages. L'horreur avec un grand H, comme le dit Bardamu, qui est le héros du livre de Henri-François Céline, Voyage au bout de la nuit. Horreur de voir un de ses potes qui monte au front avec lui, qui s'écroule, et dans l'interdiction de s'occuper de lui, il doit continuer à aller vers le front et combattre. Il était autorisé à rentrer la nuit, aller sur le champ de bataille la nuit, pour essayer de le retrouver, mais parfois il était trop tard. Jamais il n'avait été donné au monde médical d'observer de tels délabrements corporels, au point que les médecins de l'avant, trop peu nombreux, et en majorité des néo-chirurgiens, c'est-à-dire des nouveaux chirurgiens, je ne dirais pas mal formés, mais peu formés, premier témoin de cette violence, il éprouvait les pires difficultés à rendre compte de l'horreur du champ de bataille et à convaincre ceux de l'intérieur, c'est-à-dire les généraux, les médecins généraux, que l'intervention était nécessaire. La montée de l'interventionnisme coïncide avec l'amélioration des conditions matérielles de prise en charge des blessés. En effet, une fois la guerre de position engagée, la mise en place de structures sanitaires à proximité de la ligne de feu constitue une réponse positive majeure.
Les blessures des membres représentaient 70% environ du total de blessures comptabilisées par les services de santé. Au début du conflit, beaucoup de soldats moururent du tétanos, dans des souffrances atroces, contractures musculaires, trismus, opistotonos, paralysie des muscles respiratoires et notamment du diaphragme. Et pourtant, le sérum antitétanique a été découvert en 1893 et les médecins se sont de suite rendus compte qu'il était indispensable d'injecter ce sérum antitétanique aux différents soldats avec un rappel tous les 4 jours. Donc le tétanos, au début, a été plus ou moins contrôlé. Par contre, une autre complication majeure était la gangrène gazeuse, qui est une infection microbienne à Clostridium, qui est une infection anaérobie. Et vous voyez sur cette image toute cette flictène, tous ces tissus qui sont mortifiés. La palpation du membre est douloureuse pour le patient. On sent un emphysème sous-cutané de crépitement. Si on pousse un peu plus, il y a le gaz qui sort de la plaie, il y a du pus qui sort, et vous voyez les flictènes ici. Cette bactérie, le Clostridium, comme le tétanos, se trouve dans les couches superficielles du sol. Elle infectait le blé de ces patients. Cette infection est foudroyante et emporte le malade si le membre n'est pas amputé, ou la plaie est largement parée. Si on n'ampute pas ce patient immédiatement, c'est la mort sans phrase. Et la mort sans phrase dans quelques heures. Autre cause de l'infection des plaies fut le péril fécal de la diarrhée des tranchées. Vous pouvez imaginer le problème d'hygiène du colonel de soldats confiné pendant plusieurs jours et nuits dans les tranchées. Je dois mentionner également la fièvre typhoïde et le problème, bien sûr, d'hygiène constitué par les poux et la gale, qui furent des problèmes d'hygiène majeurs pour les soldats et les équidés. Dès que la guerre de position fut organisée, notamment le transfert des blessés de l'avant, comme je vous l'ai dit, vers les postes de secours et les hôpitaux de l'arrière, les chirurgiens ont pu réaliser des parages efficaces. Et ici, ce sont des images d'époque où le professeur Georges Bézieux réalise un parage d'une plaie de guerre de la hanche pour éviter le développement de la gangrène gazeuse. Et on fait également des greffes osseuses, des greffes nerveuses et des lambeaux. Les médecins bactériologistes constatèrent rapidement que le premier défi qu'ils avaient relevé était la lutte contre la gangrène gazeuse et d'autres infections. L'équipe française du docteur Alexis Carrel, installée à Compiègne, compte parmi ses membres le célèbre chimiste Henri Daquin. Après avoir essayé plus de 200 substances antiseptiques, le choix s'est finalement porté sur l'hypochlorite de soude, le liquide de Carin-Laquelle, que vous pouvez toujours prescrire aujourd'hui. Pour maintenir la plaie en contact continu avec l'antiseptique, à partir d'un flacon surélevé, ils avaient imaginé un système de peigne en verre, et puis vous aviez des petits tubes en caoutchouc qui étaient perforés comme des pommes d'arrosoir pour que l'hypochlorite de soude soit largement en contact avec la plaie. La peau était protégée par un tube gras vaseliné. Et voici qu'Auguste Lumière entre en scène, si je puis dire. Auguste et Louis Lumière, en 1895, au Grand Café de Paris, furent la production du premier film, première production mondiale du premier film. Mais Auguste fut un pionnier de la cicatrisation. En fait, il était ému par l'odeur fétide des pansements secs et par la douleur des soldats entraînait l'enlèvement de ces pansements séchés dans les plaies. Ils avaient mal, les plaies saignaient. Et il eut l'idée géniale de créer une compresse de gaz vaselinée imprégnée de baume du Pérou. Le baume du Pérou ayant des propriétés cicatrisantes. Ce tube fut retiré, j'ai utilisé personnellement beaucoup de tubes lumière, à Liège, dans le centre de Brunet. Mais ce tube fut retiré du marché il y a quelques années en France et en Belgique, car le baume du Pérou engendrait des eczémas majeurs autour des plaies, qui retardaient bien sûr la cicatrisation.
William Barr, chirurgien orthopédiste américain, identifie comme Ambroise Paré lors du siège de Saint-Quentin en 1557, et Dominique Jean Larrey, dont je vous ai déjà parlé, chirurgien de Napoléon, l'efficacité des larves de la mouche Lucie pour guérir certaines blessures. Il rapporte notamment le cas d'un soldat qui a passé plusieurs jours sur le champ de bataille sans soins, sans nourriture, sans eau, livré aux éléments, avec des fractures multiples ouvertes du fémur et de grandes blessures à l'abdomen et au scrotum. Arrivé à l'hôpital, il était infébrile, il avait aucune fièvre. Une fois le vêtement ouvré, il s'est avéré que des milliers de larves avaient colonisé la totalité des parties blessées. Après avoir éliminé les larves, les plaies étaient propres et le tissu de granulation colonisait le foyer de fracture. Ces larves, en fait, elles agissent, elles dévorent, elles grignotent le tissu nécrotique, mais elles respectent le tissu sain et leur salive a un pouvoir antiseptique. M. Ballas a déjà parlé du pied de tranchée, mais c'est une maladie incapacitante qui était indubitablement due aux mauvaises conditions de vie des tranchées. Et vous voyez sur cette diapositive, il m'a été prêté par mon collègue, le professeur Scaillet, c'est son grand-père ici, qui est dans une tranchée inondée. Donc les causes de ce pied de tranchée, c'était l'humidité, le froid, et aussi des mauvaises conditions d'hygiène de ces soldats qui n'avaient pas l'occasion de soigner leurs pieds. Ça pouvait aboutir à des situations comme celle-ci avec des flippènes et dans les cas extrêmes et rares à des amputations. Donc vous voyez, trench foot just never give a germ, éviter qu'un germe pénètre au niveau de ces blessures. Comment soulager tous ces blessés? Je me dois d'évoquer l'analgésie et l'anesthésie dans cette guerre. Je ne suis pas anesthésiste. Je remercie Jean-Michel Tess, professeur d'anesthésie à l'UCL, de m'avoir fourni de précieuses informations. Pour l'analgésie, on possédait la morphine et la codéine, mais il y avait d'autres analgésiques. En effet, la firme Bayer, la firme allemande Bayer, déposa le brevet de la fabrication industrielle de l'aspirine en 1897. Elle en détenait le monopole. Durant la guerre 14-18, seuls les Allemands disposaient de l'aspirine. Les troupes alliées en manquaient cruellement dans les tranchées humides de l'Isère et de la Somme, et également, comme M. Ballas l'a dit, lors de l'épidémie de grippe espagnole. Une des clauses du traité de Versailles, en juin 1919, qui clôt la guerre, impose aux Allemands de verser dans le domaine public le brevet de la fabrication de l'aspirine. Pendant longtemps, pour supprimer la douleur au cours d'une opération chirurgicale, on s'en tint à l'anesthésie générale par inhalation, avec ce masque de chimie-luche et de nombre d'âmes, et les agents étaient le protoxyde d'azote, l'éther, le chloroforme, le chlorhydroéthyle. Mais la proportion des accidents mortels dus à l'anesthésie par inhalation était élevée, car les soldats étaient très souvent en état de choc. L'anesthésie locale à base de dérivés de cocaïne, et notamment la novocaïne, furent largement utilisées. Plus des 3 quarts des interventions ont été réalisées sous anesthésie dite localisée. Le docteur Cushing de Harvard estimait que l'anesthésie régionale était préférable pour le traitement des traumas crâniens parce qu'elle évitait les complications de l'anesthésie générale qui induit une vasodilatation cérébrale et une hypotension. Au cours de la guerre, la rachianesthésie régionale devint de plus en plus populaire. L'image centrale que vous voyez ici montre le premier tube endotrachéal qui a été utilisé pour permettre aux chirurgiens plasticiens de reconstruire des visages, notamment dans la région péridurale et dans tout le visage. Notre spécialité, la chirurgie plastique, est née depuis la guerre 14-18. Je me dois aussi maintenant parler des médecins, je parle des soldats, mais il y a d'autres soignants, et les brancardiers et les infirmières.
Alors le brancardier, il était, M. Emmanuel, qui a décrit le guide pour les médecins des tranchées, et vous voyez sur cette diapositive une attelle qui a été bricolée par un brancardier à partir d'une gouttière de toit pour stabiliser une fracture. Vous voyez ici aussi la pose d'un garrot à la racine d'un membre chez un blessé, ici dans des conditions absolument abominables. Édith Cavell, voilà, Auguste Lumière, mais voici Édith Cavell, était née en Angleterre, mais créa en 1905 la première école d'infirmières laïque ici à Bruxelles, à la demande du docteur Antoine Depage et de son épouse. Comme le médecin du front, les infirmières étaient trop nombreuses. Et une infirmière, certainement, que vous reconnaissez, c'est notre reine Elisabeth, qui était ici sur le champ de bataille en train de soulager les blessés. Elle prenait des risques énormes, la reine Elisabeth. Elle partait souvent sur le front de l'Isère, au milieu des bombardements. Elle prenait des risques pour aller soulager les blessés et protéger les blessés et les mouvants. Le roi Albert avait très peur de ces voyages sur le front de l'Isère. Il avait intimé très souvent l'ordre de rejoindre le village de La Panne. Le rôle de l'infirmière était pénible et effacé. Elle soignait, consolait, distrayait, encourageait ceux qui souffraient pour la patrie. Il fallait rire et sourire 12 heures par jour. Vous voyez ici, c'était l'hôpital improvisé dans un salon privé pendant la guerre avec ces infirmières, ces anges blancs, on les appelait pendant la guerre, ces anges blancs qui soignent avec amour tous ces blessés. M. Ballas a parlé des gaz. Alors, il illustre les brûlures des yeux par le gaz moutarde de Pabli-Périte. Et vous voyez sur ce tableau ces soldats avec un bandeau humide pour soulager leur douleur au niveau des yeux. Regardez la position de ce soldat qui ne sait pas où il met le pied. Et sur cette image de droite, vous voyez les anges blancs qui apprennent à ces hommes à devenir aveugles. M. Ballas en a fait allusion tout à l'heure et le professeur Redin le décrit très bien dans son livre. Beaucoup de soldats présentaient des troubles psychologiques appelés par les anglo-saxons le shell shock, le choc de l'obus. Les manifestations étaient très variées, des insomnies, des cauchemars avec répétition de la scène traumatique, la dépression, les accès de panique, l'alcoolisme, la toxicomanie, bref, l'impossibilité de se réinsérer dans une vie sociale normale. Je me dois parler des animaux. 11 millions d'équidés, 100 000 chiens, 200 000 pigeons. Les animaux ont été enrôlés en masse dans la Grande Guerre pour porter, tirer, guetter, secourir, informer, parfois pour chasser, le plus souvent garder et choyer. Ces soldats à quatre pattes ont fréquemment aidé les soldats à survivre dans l'enfer, à s'accrocher à la vie et à occuper leur temps. Je terminerai en vous disant que sont devenus Auguste Lumière et Édith Cavell. Auguste Lumière est décédé en 1954 après avoir déposé 100 brevets. Tous étaient non médecins, je vous le rappelle, et des brevets tous en relation avec la médecine. Le sort d'Édith Cavell fut beaucoup plus dramatique et tragique. Elle soignait dans sa clinique de Bruxelles des soldats anglais qui étaient blessés dans la bataille de Mons. Elle les faisait passer pour des ouvriers. Elle a été trahie, donc elle a été trahie. Et ces blessés anglais, quand ils étaient guéris, elle s'arrangeait pour qu'ils puissent rejoindre l'Angleterre via la Hollande. Elle fut trahie, elle fut condamnée, et après un procès assez sommaire, elle fut exécutée au mois de juillet 1915. Et vous la voyez ici descendre l'escalier, la main sur le sein gauche. L'officier allemand l'attend
pour l'exécution. C'est un tableau de Georges Bellows, le peintre américain. Les dessins que j'ai repris au bas de chacune de mes images sont extraits d'un panorama illustré de Joe Sacco qui décrit le premier jour de la bataille de la Somme, le 1er juillet 1916. L'originalité de ce panorama, c'est qu'il se déroule en 24 tableaux, un peu comme la tapisserie de Bayeux. Je vous remercie.